Cube Radio. Normand Lester raconte Où vont les États-Unis de Donald Trump? Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. You will be so proud of your president. It's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. L'élection de Donald Trump est une manifestation inquiétante de la remontée de l'anti-intellectualisme aux États-Unis. Se présentant comme l'incarnation du bon sens populaire et de la spontanéité, Trump est fier de ses ignorances. Il confie au Washington Post qu'il prend ses décisions avec très peu de connaissance des dossiers sur la base de son bon sens et de son sens des affaires. Tony Schwartz, qui a rédigé pour Trump son best-seller The Heart of the Deal, confie « Je doute sérieusement que Trump n'ait jamais lu un livre dans sa vie d'adulte. » La droite américaine, telle qu'elle est incarnée par le Parti républicain, exalte depuis toujours l'ignorance comme une valeur patrimoniale, presque au même titre que la religion. Le sénateur démocrate Daniel Patrick Moynihan estimait déjà, au début des années 90, que depuis des décennies, la bêtise était en progression aux États-Unis, poussée par des forces irrésistibles comme le remplacement de la culture de l'imprimé par la culture vidéo et la fusion de l'antirationalisme avec l'anti-intellectualisme. L'Américain moyen est avant tout conditionné par ce qu'il regarde à la télévision. Donald Trump, rappelons-le, doit sa notoriété nationale au fait qu'il ait animé pendant 14 ans une télé-réalité appelée The Apprentice. Aux États-Unis, l'anti-intellectualisme est l'un des facteurs importants qui explique les dysfonctionnements sociaux et politiques actuels du pays. Le Larousse définit l'anti-intellectualisme comme le refus de reconnaître la prééminence de l'intelligence et la valeur des sciences. Les États-Unis sont le seul pays avec une telle tradition d'ignorance arrogante et satisfaite. Aucun autre pays développé, peut-être même aucun autre pays de la planète, ne connaît un phénomène semblable. Le professeur Richard Hofstadter de l'Université Columbia a remporté un prix Pulitzer en 1964 pour son livre Anti-Intellectualism in American Life. Il y décrit les ressentiments anti-élite, anti-raison et anti-science qui sous-tendent la culture américaine et comment ils infectent le tissu politique et social des États-Unis. Le célèbre écrivain de science-fiction Isaac Asimov, lui, parle d'un véritable culte de l'ignorance aux États-Unis et explique que l'anti-intellectualisme est le fil conducteur de la vie politique et culturelle américaine. Les politiciens républicains et commentateurs conservateurs se moquent des gens instruits. Ils savent que leur auditoire populaire apprécie. Au début des années 60, l'auteur et essayiste de droite William F. Buckley assure qu'il préférerait confier le gouvernement des États-Unis
aux 60 premières personnes inscrites dans l'annuaire téléphonique de Boston plutôt qu'au corps enseignant de l'université Harvard. Félicitant en 2001 les étudiants de l'université Yale qui remportent honneurs, récompenses et distinctions, George W. Bush se range fièrement dans le camp des cancres qu'il conforte dans leurs piètres résultats en leur disant que, comme lui, ils peuvent aussi devenir président des États-Unis. Pas besoin d'être brillant pour devenir président. Regardez-moi, semble-t-il leur dire avec un sourire moqueur. Max Boot, du Council on Foreign Relations, un ancien conseiller en politique étrangère de John McCain, publie en 2016 un texte dans le New York Times intitulé « How the Stupid Party Created Donald Trump ». Comment le parti stupide a créé Donald Trump. Boot y soutient que l'élection de Trump est le couronnement de plus de 50 ans d'anti-intellectualisme au Parti républicain. À l'exception de Bush père, tous les autres présidents américains de l'époque contemporaine, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan et George W. Bush, se sont fièrement présentés comme des Américains ordinaires, méfiants envers les intellectuels, afin de s'identifier à l'homme de la rue. Max Boot pense que Nixon et Reagan étaient plus intelligents qu'ils ne le laissaient paraître. Ça se défend, mais il affirme que dans le cas de Donald Trump, il est sûrement lui aussi ignorant que prétendaient l'être certains de ses prédécesseurs. Pour Boot, le Parti républicain est vraiment devenu le parti stupide. Les Américains se méfient des universitaires. Un sondage du Pew Research Center révèle qu'une majorité de républicains, 58%, pensent que les collèges et les universités ont une influence négative sur le pays. 65% des Américains qui se disent conservateurs pensent la même chose. Pour la droite religieuse incarnée par le Parti républicain, le pays lui-même est d'inspiration divine. On se base sur l'affirmation de la Déclaration d'indépendance que les citoyens américains ont été dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Le Texan Tom DeLay, l'ancien chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, exhortait les Américains sur le réseau Global Evangelism Television en 2014 à prendre conscience que c'est Dieu qui est l'auteur de la Constitution américaine. La religion imprègne le discours politique aux États-Unis à un niveau inimaginable dans aucun autre pays. Pour le Mormon Mitt Romney, candidat républicain à la présidence en 2012, Dieu a créé les États-Unis pour diriger le monde. Dieu, dit-il, n'a pas créé ce pays pour être une nation de disciples. L'Amérique n'est pas destinée à être l'une de plusieurs puissances mondiales. L'Amérique doit diriger le monde, affirme-t-il. Les Américains sont un des peuples développés les plus crédules et les plus mal informés de la planète. Comment expliquer autrement le soutien qu'une part aussi importante de l'électorat accorde au Parti républicain? Ce parti dépend de ce bloc d'électeurs qui considèrent la science comme une force maléfique, sinon diabolique. Avoir un électorat peu éduqué et mal informé assure le succès des républicains dans les régions les moins développées du pays. 10 États parmi les plus arriérés et les plus religieux des États-Unis votent pour le Parti républicain. Le Mississippi, l'Alabama, l'Arkansas, le Tennessee, les 2 Carolines, l'Oklahoma, la Virginie occidentale, la Georgie et le Kentucky. L'Américain moyen qui a gagné ses élections en 2000 avec Bush fils et en 2016 avec Donald Trump présente une image caricaturale de lui-même.
Amateur de sports violents comme le football américain et d'armes à feu, il prend ses informations sur le réseau de télévision d'extrême droite Fox News, qui est devenu le service de propagande de Trump. C'est un white anglo-saxon protestant, un blanc anglo-saxon protestant, convaincu de l'exceptionnalisme du peuple américain, choisi par Dieu pour diriger la planète. Il vit dans les États du Sud et du Midwest avec un faible niveau d'éducation et un intérêt limité pour la culture et tout ce qui n'est pas américain. En 2016, 64% des Américains ne sont jamais allés à l'étranger. Seulement 36% d'entre eux possèdent un passeport contre 60% des Canadiens et 75% des Britanniques. Lorsque les Américains voyagent en groupe organisé à l'étranger, c'est souvent lourdement armé et au service du Pentagone. Peu de questions ont autant déconcerté les Américains que l'évolution et la sélection naturelle proposée par Charles Darwin dans son livre « L'origine des espèces » en 1859. Pour les Américains, les enseignements et les traditions religieuses ont priorité sur les données de la science quand les deux sont en conflit. Incroyablement, encore aujourd'hui, près de la moitié des écoles américaines n'enseignent pas l'évolution, lui préférant le créationnisme ou la Bible. Tandis que la majorité de la planète accepte sans difficulté l'évolution qui fait l'unanimité dans les pays scientifiquement et culturellement développés, les Américains, eux, manifestent de grandes réticences à son endroit. Ils sont près de 75% à rejeter l'explication scientifique de l'évolution humaine, la sélection naturelle darwinienne. En comparaison, le créationnisme n'a que 22% d'appui au Canada, 12% en Grande-Bretagne et 9% en France. En 2014, un sondage Gallup montre que 40% des adultes aux États-Unis pensent qu'il n'y a pas eu d'évolution et que les humains ont existé sous leur forme actuelle depuis le début des temps. Ils adoptent une interprétation littérale de la Genèse. Dieu a créé les hommes dans leur forme actuelle il y a moins de 10 000 ans. Une étude réalisée en 2014 par la National Science Foundation révèle que seulement 3 Américains sur 4 savent que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse comme l'affirme la Bible. Le magazine Time constate avec résignation, en d'autres termes, le quart des Américains ne comprend pas un des principes les plus fondamentaux de la science. Voilà où nous en sommes en tant que société. C'est en effet sidérant. 5 siècles après Copernic, les Américains ne sont pas encore convaincus. 35% d'entre eux croient que la Bible est littéralement, intégralement vraie. D'ailleurs, ils sont 65% à affirmer que la Bible répond à toutes les questions essentielles de la vie. Je vous souligne que c'est la même attitude que les intégristes musulmans, remplacer simplement Bible par Coran. Pourtant, les Américains sont d'une ignorance crasse au sujet de la Bible. Selon les données recueillies encore une fois par le Pew Research Center, 60% d'entre eux ne peuvent nommer 5 des 10 commandements. 50% des finissants du secondaire pensent que Sodome et Gomorrhe étaient un couple marié. Le tiers d'entre eux croient que c'est le prédicateur évangéliste Billy Graham et non Jésus qui a prononcé le sermon sur la montagne. 22% pensent que Moïse était soit un disciple de Jésus, soit un pharaon d'Égypte ou un ange.
Les croyances bizarres des Américains ne se limitent pas à la religion. 18% d'entre eux disent avoir été en présence d'un fantôme et 31% croient aux sorcières. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que ce genre de croyances trouve des adeptes à la Maison-Blanche. Depuis le début de la présidence de Donald Trump, on sait que les décisions présidentielles peuvent être improvisées, impulsives, incohérentes et contradictoires. Que l'homme le plus puissant de la planète puisse prendre ainsi des décisions qui vont avoir des conséquences sur la vie et la mort de milliards de personnes est vivement préoccupant. Mais Trump n'est pas le premier président à fonder ses décisions sur des considérations irrationnelles. 2 de ses prédécesseurs républicains, Ronald Reagan et Richard Nixon, tenaient compte d'élucubrations astrologiques avant de faire certains choix. Astrologue de la Maison-Blanche pendant 7 ans, de 1981 à 1988, John Quigley s'attribue le mérite d'avoir contribué à façonner la fameuse stratégie Guerre des étoiles Star Wars de Ronald Reagan, de son nom officiel Initiative de défense stratégique. Il s'agissait d'un projet d'interception dans l'espace de missiles balistiques. Une astrologue consultée dans l'élaboration de la défense spatiale, devrait-on dire astrale, des États-Unis. C'est quand même hilarant. Quigley, à titre d'astrologue de service, était consulté pour préparer le calendrier du président Reagan. La première dame Nancy lui avait donné la mission de déterminer quand le président des États-Unis devait ou ne devait pas organiser des conférences de presse, prononcer des discours et faire des voyages à l'étranger. C'est sur la base des intuitions cosmiques de Quigley que Reagan a choisi janvier 1984 pour annoncer sa candidature à la réélection. John Quigley prétend aussi avoir adouci la position de Ronald Reagan envers Mikhail Gorbatchev et ainsi ouvert la voie à un sommet amical russo-américain à Genève en 1985. Elle affirme avoir aidé Reagan à remporter ses 2 élections présidentielles et à l'avoir protégé contre d'éventuels assassins. Les conseillers du président et les autres responsables de la Maison-Blanche étaient bien conscients que des considérations astrologiques étaient impliquées dans la plupart des activités de Ronald Reagan. Par exemple, les cartes astrales de Quigley ont été utilisées pour planifier le sommet de Reykjavik avec la Russie et pour choisir les meilleures dates pour le voyage du président à Moscou. Après le départ de Quigley de la Maison-Blanche à la demande générale des autres collaborateurs du président, la CIA découvre que la première dame maintient néanmoins ses relations avec l'astrologue et discute avec elle des relations américano-soviétiques sur des lignes téléphoniques non sécurisées. Nancy Reagan s'était fait installer des lignes privées à la Maison-Blanche pour continuer à bénéficier des augures sidéraux de Quigley et peut-être aussi pour consulter d'autres nécromanciens devins et spirites. Le monde de Nancy Reagan est dominé par les astres et d'autres délires abracadabrants. Dans la dernière année de la présidence de Ronald Reagan, alors que la maladie d'Alzheimer commençait à ronger son esprit, Nancy Reagan a assumé de plus en plus de responsabilités exécutives, aidée discrètement par son astrologue. Elle fait d'abord approuver par Quigley pratiquement toutes les initiatives importantes et toutes les décisions prises par les Reagan selon les mémoires du chef de cabinet du président. Pourtant, John Quigley n'est pas très bonne pour prédire l'avenir. Elle n'a pas eu la prémonition de la destruction de sa propre demeure par un incendie en 1989.
Nancy Reagan avait fait appel au service de John Quigley après avoir perdu confiance en Jane Dixon, la première astrologue du couple Reagan, parce qu'elle n'avait pas prédit la tentative d'assassinat contre le président en 1981. Ce sont les tableaux du ciel et les conjonctions d'astres de Jane Dixon qui lui ont fait recommander George Bush père comme colistier de Donald Reagan en 1980. D'ailleurs, Reagan ne fut pas le premier président républicain à faire confiance à Jane Dixon. Richard Nixon a profité de ses visions et de ses présages depuis l'époque où il était le vice-président d'Eisenhower dans les années 50. Il lui avait pourtant erronément prédit que la Troisième Guerre mondiale débuterait en 1958 sur les îles chinoises de Quemoy et de Matsu. L'astrologue communique avec Richard Nixon par le biais de sa secrétaire personnelle Rosemary Woods, la femme de confiance du président. C'est elle qui a effacé, probablement à sa demande, les 18 minutes et demie compromettantes d'une bande magnétique clé se rapportant au scandale du Watergate. La volumineuse correspondance entre Dixon, Woods et Nixon se trouve aux Archives nationales des États-Unis à College Park, au Maryland. Jane Dixon prédit à Nixon qu'un holocauste se produira dans les années 80 et, après cela, que Rome brillera de nouveau comme à l'époque impériale. Elle lui révèle que le Christ reviendra sur terre sous la forme d'un enfant né au Moyen-Orient. Elle avait déjà prophétisé qu'un descendant de la reine égyptienne Néfertiti prendrait le pouvoir pour unir la terre entière. Elle a même déjà fait une prédiction concernant le Canada. Elle avait lu dans les astres que le deuxième enfant de Pierre Elliott Trudeau et de Margaret Sinclair serait une fille. Ce fut, comme on le sait, un garçon. Mais sa prédiction qui la discrédite à jamais fut d'avoir assuré Richard Nixon qu'il passerait à l'histoire comme le plus grand président des États-Unis. Manifestement, elle n'avait pas anticipé l'élection de Donald Trump et la sublimité de sa présidence. Foudroyée par une crise cardiaque en 1997, Jane Dixon a eu le temps de s'écrier avant de mourir « Je savais bien que cela m'arriverait ». Pas sa prédiction la plus prodigieuse. Peu de choses sont plus directement associées au leadership mondial des États-Unis que le statut de ce pays comme source d'innovation, de recherche et d'expertise scientifique et technologique. Pourtant, le président Trump fait preuve d'une constance remarquable en entérinant une série d'initiatives anti-scientifiques, dont bien sûr sa répudiation de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Trump dit à plusieurs reprises à ses partisans en campagne électorale que c'est un canular. Dans un tweet, il soutient que le concept de réchauffement climatique a été créé pour et par les Chinois afin de rendre la production industrielle américaine non compétitive. Un complot chinois donc. 74% des sénateurs républicains et 53% des représentants de ce parti nient qu'il y ait un changement climatique en dépit des conclusions de l'Académie nationale des sciences des États-Unis et de toutes les autres organisations scientifiques importantes dans le monde. John Trafalgar souligne en 2014 dans le magazine d'information internationale en ligne de Diplomate que les problèmes avec le système éducatif américain sont beaucoup plus profonds que le financement ou les lacunes des programmes d'études. Il réside, selon lui, dans le culte de l'ignorance et de l'anti-intellectualisme qui caractérise la société américaine.
Il croit que la raison fondamentale pour laquelle les pays d'Asie de l'Est présentent un tel défi politique et économique pour les États-Unis est que ces pays ont des valeurs culturelles fondamentales qui ressemblent davantage à un culte de l'intelligence et de l'éducation qu'à un culte de l'ignorance. Nulle part, affirme Trafalgar, cela n'est plus problématique aux États-Unis que parmi un nombre grandissant d'élus qui sont les produits de ce culte de l'ignorance et qui, par conséquent, ne sont pas équipés pour rivaliser avec leurs collègues internationaux. Dans un article du Washington Post intitulé « L'âge d'or de la stupidité américaine » en 2017, David Robkoff, un professeur de l'Université Columbia, accuse Trump d'être activement engagé à promouvoir ce qu'il appelle l'âge de la stupidité aux États-Unis. Le contraire de la connaissance est l'ignorance, écrit Robkoff, mais le mépris délibéré de la connaissance, quel qu'en soit le motif, est une stupidité. C'est parce que ceux qui combattent les faits sont en guerre avec la réalité. C'est une proposition impossible à gagner, dit-il. De plus, les connaissances spécialisées, en particulier celles des scientifiques, sont essentielles si nous voulons faire ce que les leaders doivent faire, c'est-à-dire anticiper le changement, en comprendre les conséquences et en exploiter les opportunités. Ce n'est pas seulement la science qui est visée par Trump et ses complices, ce sont tous ceux qui doivent se fonder sur les faits pour agir. Les services de renseignement, les forces de l'ordre, les groupes de réflexion, les chercheurs scientifiques et les journalistes qui sont soumis continuellement à ces attaques virulentes. Trump mène une campagne systématique pour débarrasser le gouvernement des experts et des idées qu'il voit comme des menaces à sa volonté de puissance. Que les membres du Parti républicain soient des gens stupides et ignorants ne surprend personne. Mais est-ce le cas des Américains en général? Les chiffres suivants, tous tirés de sondages effectués ces dernières années, sont troublants. Déjà, en 2003, le Strategic Task Force on Education Abroad conclut que l'ignorance des Américains du monde extérieur est telle qu'elle constitue une menace pour la sécurité nationale du pays. Le groupe de travail déplore l'ignorance des Américains en ce qui concerne le Moyen-Orient et leur manque généralisé de connaissances sur le monde dans son ensemble. Une vieille blague aux États-Unis veut que la guerre soit la façon choisie par Dieu pour enseigner la géographie aux Américains. Ça ne leur enseigne pas cependant les langues étrangères. Le Strategic Task Force déplore que de nombreux Américains considèrent qu'être unilingue anglais est un point de fierté nationale plutôt que de discrédit. Un sondage sur l'éducation civique auprès des élèves d'écoles publiques révèle qu'un étonnant 77% d'entre eux ne savent pas que George Washington a été le premier président américain. 55% sont convaincus que le christianisme a été établi comme religion d'État par la Constitution américaine, alors qu'au contraire, cette dernière est fondée sur la séparation de la religion et de l'État. 37% des Américains ne peuvent pas trouver les États-Unis sur un globe terrestre. Ils sont 30% à ne pouvoir nommer l'océan qui se trouve sur leur côte est et près de 30% d'entre eux sont aussi incapables de trouver où se trouve l'océan Pacifique. 80% ne savent pas où est situé l'Irak sur une carte du monde. Encore aujourd'hui, 33% des Américains sont sûrs que des armes de destruction massive ont été trouvées en Irak, un mensonge inventé
par George W. Bush pour justifier son invasion du pays. Et ce n'est pas seulement en histoire et en géographie que l'ignorance des Américains surprend. Incroyable mais vrai pour le pays le plus scientifiquement avancé de la planète, le Forum économique mondial classe en 2010 les États-Unis au 52e rang sur 139 pays pour ce qui est de la qualité de son enseignement universitaire en mathématiques et en sciences. Et pour tourner le fer dans la plaie, la situation est encore plus décevante qu'il n'y paraît, puisque près de 50% des étudiants en sciences dans les universités américaines sont des étrangers, dont la plupart retournent dans leur pays après leurs études. Qu'est-ce que le nativisme? Aux États-Unis, c'est l'attachement aux valeurs supposées des colons anglo-protestants à l'origine du pays. C'est un euphémisme pour ne pas utiliser des gros mots comme xénophobie ethnocentrique à caractère religieux. Le nativisme est un courant important de politique intérieure tout au long de l'histoire des États-Unis. Le Parti républicain a longtemps été associé et s'est lui-même identifié au mouvement nativiste. Avec Trump, il s'est trouvé un chef qui incarne parfaitement ce courant. Le nativisme, avec le populisme et l'autoritarisme, sont les trois cylindres sur lesquels pistonne Donald Trump, selon le politologue Case Mudd, co-auteur du livre Populism, A Very Short Introduction. Le nativisme apparaît aux États-Unis vers 1845 en réaction à l'arrivée de nouveaux immigrants qui ne sont pas des White Anglo-Saxon Protestants. Les nativistes, les know-nothing, ceux qui ne savent rien, comme ils se nomment fièrement eux-mêmes, s'opposent principalement aux catholiques irlandais en raison de leur loyauté envers le pape. Au cœur de l'idée nativiste, il y a la peur de l'étranger. À son apogée dans les années 1850, le parti nativiste Know Nothing compte une centaine d'élus au Congrès, 8 gouverneurs et domine une douzaine de législatures d'État du Massachusetts à la Californie. Le parti prône, entre autres, une période probatoire de 21 ans avant d'obtenir la citoyenneté et l'élimination de tous les catholiques de la fonction publique. Les Know-Nothing organisent des manifestations anti-catholiques et anti-immigrés qui se transforment en émeutes dans plusieurs grandes villes entre 1844 et 1858, dont Washington, New York, Philadelphie, Baltimore et la Nouvelle-Orléans. Au début du 20e siècle, le nativisme se manifeste dans sa forme extrême par le Ku Klux Klan qui ajoute à son racisme anti-noir la défense de politiques anti-catholiques, antisémites et anti-immigrés. Dans un climat de forte xénophobie, la loi Johnson-Reed en 1924, destinée à protéger, je cite, l'homogénéité raciale des États-Unis, codifie ce nativisme en limitant le nombre d'immigrants et en rendant inadmissible à la citoyenneté américaine certains étrangers. Sont interdits à l'immigration les Asiatiques, les Indiens et les Arabes. On limite aussi fortement l'immigration d'Europe du Sud et de l'Est. On vise les Italiens, les Slaves et les Juifs. La loi restera en vigueur jusqu'au début des années 60. Comme on le voit, le courant anti-immigré actuel, qui cible particulièrement, mais pas uniquement, les musulmans et les latino-américains, s'inscrit dans cette longue tradition nativiste. D'ailleurs, l'Amérique de Trump ressemble à l'Amérique de 1920. Les immigrants représentaient alors un peu plus de 13% de la population. C'est aussi le cas aujourd'hui. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation,
Bastien Gagnon La France. Au montage, Philippe Séguin. Une production Cube Radio.